Bonjour à tous, ravi d'être sur scène avec Marc. Bonjour à tous. Et donc effectivement, on va essayer de vous parler aujourd'hui de l'avenir de l'environnement de télétravail en télétravail. Donc pour me présenter, donc je travaille moi chez Google, qui est un éditeur de solutions cloud, dont une petite dizaine, 9 solutions dépassent le milliard d'utilisateurs. Donc comme le disait Henri tout à l'heure, ça impose une responsabilité qui est importante et sur lequel on doit se conformer aux attentes de l'utilisateur. Et donc notamment, on a une grande annonce qui sera faite le 30 juin autour des aspects de sécurité et de contrôle. Donc, si le sujet vous intéresse, parce que cette cybersécurité, elle permet l'innovation, et donc on serait ravis de vous accueillir à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Lille, je crois, pour en parler avec les entreprises. Voilà, donc c'était juste une introduction. Alors, j'ai bien écouté également Karim Duvalier. Je ne vais pas essayer de vous expliquer mon rôle. Sachez juste que moi, je travaille sur une partie poste de travail qui s'appelle les Chromebooks et qu'on déploie à l'entreprise assez largement. Voilà. Et puis donc, tout à l'heure, je passerai la main à Marc pour parler concrètement du sujet. Je voulais juste faire une introduction rapide parce que comme toutes les entreprises, on s'est posé beaucoup de questions pour nos collaborateurs et puis nos clients sur les impacts des changements dont on a déjà parlé. Donc le premier enseignement qu'on a découvert, c'est que cette notion de lieu de travail est en train de changer fortement. Donc c'est assez évident, on a beaucoup parlé de télétravail, de travail hybride, mais en termes d'informatique, d'IT, ça a beaucoup d'impact. Beaucoup de nos clients sont passés de PC fixes à des PC portables, voire après ça à des terminaux justement très versatiles. Donc un impact sur les terminaux. Il y a une application particulière qui est le téléphone. Beaucoup étaient attachés à avoir le téléphone fixe, comme son nom l'indique, avec un appareil posé sur le bureau, qui est passé en mobile, qui passe en téléphonie sur IP. Et donc là aussi, c'est des gros changements. Et puis le fait de travailler indépendamment du lieu, eh bien, ça veut dire en termes de sécurité, beaucoup de systèmes étaient basés sur une sécurité liée au lieu. Je me connecte sur le LAN, et à partir de là, je suis reconnu, authentifié. Mais quand je travaille de n'importe où, eh bien, je ne peux plus me baser sur ce lieu. Mettre en place des VPN, ça a plein de contraintes. Tout à l'heure, notamment Jean-Luc en parlait, le fait de sortir et d'avoir tout le monde qui se met en télétravail, ça impose des dimensionnements qui sont complexes. Donc là aussi, ce simple fait de ne plus accrocher le travail à un lieu a beaucoup d'impact pour les DSI. Quelques chiffres également, la partie émergée de l'iceberg, eh bien, ce sont ces lieux de travail. On va décroître les surfaces de bureaux. On a vu l'explosion également des espaces de travail partagés. Ça, c'est la partie visible. Les collaborateurs qui travaillent chez eux, avec les conjoints qui doivent s'adapter également. Ça, c'est également très visible. On a une attente très forte des collaborateurs pour le télétravail, avec aussi des inquiétudes. Donc, une attente pour le mettre en place, mais avec des limites qui sont également demandées par les collaborateurs. Et puis, on voit également que tout le monde, il y a une partie des collaborateurs qui peuvent effectivement travailler à distance, mais pas tous. Et donc, ça introduit également une forme de fracture numérique sur le fait que les gens en production, par exemple, et on pourra en parler tout à l'heure, les gens en production se trouvent finalement en situation où eux ne pourront pas toujours en bénéficier et donc attendent une forme également de traitement un peu différencié. Voilà, donc ce sont des choses que l'on voit maintenant assez fortement apparaître chez nos clients. Et puis un aspect qui m'a beaucoup frappé, c'est que moi je commence à faire des rendez-vous avec des DSI qui sont accompagnés de leur DRH. Alors virtuellement ou physiquement, ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que dans cet environnement qui change, donc les outils mis à disposition pour accompagner ces changements sont vus comme majeurs, et que dans une logique de marque employeur, tout à l'heure on parlait effectivement de la difficulté, notamment le SIGREF, Henri parlait tout à l'heure de dire que le sujet numéro 1, c'est le recrutement des équipes, garder les équipes. Eh bien, ce que nous disent les DSI, c'est qu'ils ont pris un rôle majeur pour fournir les bons outils et les bons terminaux aux collaborateurs qui le voient comme un des éléments de choix d'entreprise. Et donc voilà, cette notion de marque employeur sur laquelle le DSI a un rôle à jouer extrêmement important.
Voilà, donc ça, ce sont les trois constats un peu globaux. Et puis je terminerai juste sur le fait de dire que ce que nous disent également les DSI, ce sont qu'on ne fera pas marche arrière. Il y a un DSI de collectivité qui me disait, c'est un peu comme le tube de dentifrice. Quand le dentifrice est sorti, c'est impossible de le remettre dans le tube. C'est un peu pareil. On ne reviendra pas en arrière en termes, au niveau des collaborateurs et donc après ça au niveau de l'infrastructure. Voilà, donc c'est assez général, mais c'était juste pour poser le sujet. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer la main donc, à Marc pour peut-être d'abord se présenter et présenter Delfingen. Bonjour Laurent, donc, je présente rapidement Delfingen. Donc, Delfingen, c'est une petite entreprise de taille intermédiaire qui est située dans le Doubs, à Anteuil. Et donc vous reconnaîtrez l'accent franc-comtois, même si je n'ai pas détecté d'accent de collègue jurassien. Moi, je suis un vrai avec l'accent. C'est une entreprise, donc, je disais, familiale, troisième génération. On est dans l'automobile. On fabrique en fait des gaines pour la protection des faisceaux électriques de voitures et aussi des tubes pour le transfert de fluide, notamment nettoyage des pare-brises, nettoyage des capteurs, mise à l'air en fait des calculateurs, etc. On est leader sur notre marché. Alors c'est un marché de niche évidemment, et on a une présence mondiale, donc 39 implantations dans 21 pays. Et pour un chiffre d'affaires de 360 millions, on a doublé notre chiffre d'affaires en 5 ans, donc une entreprise en forte croissance. S'il te plaît. Donc, j'ai quasiment tout dit, troisième génération, donc 3500 personnes. Donc, vous voyez, sur 39 implantations, ça veut dire qu'en fait, chaque implantation est quand même relativement petite. Les plus grosses, font à peu près 300 personnes. Donc, on est coté en bourse aussi au second marché, à Euronext. Et voilà pour la présentation de l'entreprise. Très bien. Alors, une question également en termes d'organisation de la DSI. Comment vous vous organisez donc, dans ces structures très, très réparties, très décentralisées? On parlait hier du Honduras. Voilà, mais il y a l'Europe, l'Allemagne, la France, les États-Unis, et puis d'autres pays qui sont plus difficiles à atteindre. Comment vous vous organisez pour mettre ça en place? Alors, on a une informatique historique très centralisée, où tout était fait en France, où on hébergeait nous-mêmes en fait nos données dans un petit village à Anteuil, sans infrastructure, sans capacité de sécurisation en fait des réseaux, sans capacité de sécuriser en fait le data center. On aurait bien voulu faire comme PSA, comme Stellantis maintenant avec Besoncourt et Poissy, mais on n'en avait pas la capacité évidemment. Et donc c'est assez naturel en fait pour nous d'être allés en fait vers le cloud, parce que le cloud en fait c'était pas la mode en fait à ce moment-là. Pour nous, on a fait le choix en 2012, mais c'était une nécessité en fait pour donner un accès en fait à nos systèmes d'une manière globale. La supply chain automobile est globale, exigeante et exigeante aussi. Et on avait besoin en fait de partager des données, les produits, les prix, les clients, etc., qui sont des clients mondiaux, qui sont les grands équipementiers, les grands câbleurs comme Lear, Aptiv, Yazaki, qui sont peu connus du grand public, mais qui sont primordiaux en fait. On l'a vu avec l'Ukraine, notamment les constructeurs allemands qui ont été extrêmement pénalisés parce que beaucoup de câblage se faisait en Ukraine. Par Leoni, par exemple, qui est un des grands câbleurs allemands. Donc voilà, on a mis en place en fait un environnement informatique, alors qu'on a dit de pointe, donc qui est global, qui est effectivement qui permet le partage, qui est productif. Pour nous, en fait, on n'est pas dans des métiers de la high-tech, donc on a des gens entre guillemets relativement basiques, et je ne leur fais pas offense en fait en le disant comme ça, mais donc on a été sensibilisé depuis le début sur une grande ergonomie des outils. Et puis maintenant, en fait, un élément, la sécurité. Donc, pour reprendre, moi, je suis entre la frontière et le B et le X. Moi, j'ai fait pratiquement toute ma carrière où le problème de la sécurité, c'était une sécurité opérationnelle, redondance, etc. Et maintenant, en fait, c'est vraiment la problématique de cybersécurité. Alors, on peut peut-être parler un peu de toi, juste 2 minutes. Ouais. Donc, je suis arrivé en fait dans cette petite entreprise. Je venais de Forestia.
en 98. Voilà, ça fait longtemps, hein, 24 ans. Et quand je suis arrivé en 98, je remplaçais en fait mon prédécesseur qui partait à la retraite. Pas d'équipe informatique. Les gens m'appelaient parce qu'ils avaient une panne sur une imprimante, en essayant de la réparer avec un stylo bic et en récupérant le ressort qui était dedans ou des choses comme ça. Enfin, j'hallucinais totalement en venant en fait d'une grande entreprise dans une entreprise petite comme ça. Elle faisait 600 personnes à cette époque-là. En venant d'acheter en fait nos deux principaux concurrents américains qu'il a fallu intégrer, pas de référentiel, pas de système d'information réel. Tout en AS400, écran passif, etc. Bon, je vous passe les éléments. Et donc, depuis 24 ans, en fait, je fais de la transformation digitale de Delfingen, puisque l'entreprise a été en croissance. Et donc, quelque part, j'ai créé, en fait, j'ai fait ces intégrations, créé les référentiels, créé une DSI, recruté, développé. On a un ERP maison, parce qu'on était tellement petit et devant aller à l'international, il n'y avait pas de solution du marché qui était abordable pour nous. C'est pas qu'il n'y avait pas de solution internationale, mais elles n'étaient pas abordables. Les SAP, les Oracle, les compagnies, c'était beaucoup trop cher pour nous, beaucoup trop complexe aussi, hein, par rapport à ce que j'ai. Donc, du coup, on a développé notre outil et on l'a déployé mondialement et on continue en fait cette transformation digitale. Alors moi, j'avais une question parce qu'effectivement, quand on avait discuté, j'étais très frappé sur le fait effectivement que le groupe partait de très loin et avait finalement peut-être sauté quelques étapes pour aller très très loin dans l'innovation. Et ce qui m'a très frappé, c'est la façon dont vous avez géré les 2-3 dernières années, qu'on peut appeler des périodes de crise, hein, à différents niveaux. Et finalement, quel est l'impact que ça va avoir sur cette stratégie? Très bien. Donc, pour nous, en fait, au niveau du comité exécutif de l'entreprise, on pense en fait qu'on n'est pas en crise. On pense en fait qu'on est en fonctionnement difficile, mais que, en fait, si vous voulez, les crises, il y aura une crise, ça veut dire qu'il y a un problème et que quand la crise s'arrête, c'est comme un abcès, on revient en fait à l'état normal. En fait, on ne voit pas de retour à l'état normal. En fait, on passe de crise en crise, si je peux le dire comme ça, enfin, en tous les cas, de difficulté en difficulté. Elles sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus complexes. Et on est absolument convaincu en fait, qu'il faut qu'on se prépare à un fonctionnement incertain. Vous connaissez tous l'acronyme VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et on essaye de construire un système d'information et une entreprise même, hein, ça va au-delà du système d'information, qui soit très adaptable, avec une grande standardisation, mais en même temps une grande régionalisation, essayer de redonner en fait la capacité d'exécution au plus près du terrain. Et donc, en termes d'impact, donc qu'est-ce que ça veut dire comme implication là, à court terme? Alors, pour reprendre les éléments, notamment sur le déploiement VPN, juste comme image, en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est on a donné accès. C'est pas la crise, en fait, qui nous a fait passer, en fait, à travailler en mobilité. C'était le fait qu'on était mondial et qu'on avait, comme on était une petite entreprise, il y avait beaucoup de personnes. Au début, c'était les commerciaux qui se déplaçaient, puis après, c'était tous les services support, l'engineering, les démarrages d'usines, etc. Donc, on avait, en fait, une problématique de donner accès au SI à des gens qui se déplaçaient beaucoup. Et on s'est vite aperçu en fait que les VPN, c'était super, mais d'un autre côté, chaque fois que les gens rentraient, ils râlaient, oui, j'ai pas réussi à me connecter, ça marche pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à monter le tunnel, ta. Et ça nous a amené en fait assez rapidement à se dire, le VPN, c'est pas la solution, il faut qu'on ait quelque chose de plus simple. Et en 2012, en fait, on est allé vers Google Apps, qui est devenu Google Suite, qui est devenu Google Workspace. Parce qu'en fait, on a un accès natif direct à une solution SaaS qui permet de collaborer grandement. Et ça nous a bien aidé. Ça nous permet en fait de partager les données d'une manière simple à tout le monde. C'est facile, c'est ergonomique, ça vient en fait effectivement du grand public et donc c'est beaucoup plus intuitif. Et on s'est dit en fait qu'on allait calquer le SI sur ce modèle-là en faisant une grande intégration autour en fait, de la partie workspace
pour donner en fait une capacité de collaboration, même sur le RP, similaire en fait à ce qu'on trouve sur Google Workspace. Et donc, on a choisi en fait Google comme partenaire technologique et on essaye de le calquer avec une architecture distribuée, la plus faiblement couplée. C'est-à-dire, par exemple, très important, ça a été dit, d'avoir des référentiels uniques, propres, etc. Mais par contre, on les réplique, des sortes de caches en fait, par application, de manière en fait, à si l'API tombe, on va pouvoir, comment dire, l'application qui fait appel en fait, à ce référentiel pourra continuer à travailler avec son cache. On ne pourra pas mettre à jour, mais au moins on pourra continuer d'une manière opérationnelle. Et donc, cette idée-là, c'est de dire, en fait, on va utiliser réellement, maintenant, on a fait du lift and shift au départ, en fait, dans le cloud. Maintenant, en fait, on utilise vraiment les technologies cloud. On est 100% containerisé, maintenant, au niveau de la production. On est en train d'aller vers les API microservices et une architecture event-driven, parce qu'on veut, en fait, pouvoir réellement répartir notre SI pour ces contraintes, en fait, de temps de latence, de facilité d'utilisation, mais aussi en fait de sécurité. Ce qu'on veut en fait, c'est pouvoir segmenter au moins par plaque géographique. On a eu un de nos gros concurrents américains, 47 sites dans le monde, une cyberattaque, les 47 sites bloqués pendant plus de 3 semaines. Quand vous voyez le coût d'un arrêt chaîne en fait dans la supply chain automobile, on creuse les doigts parce que personne, mais on essaye de construire une structure qui nous permette de s'affranchir de ça. Et des terminaux de travail mobiles et sécurisés, alors c'est ce que je plaisantais avec Laurent, c'est pas un placement produit, un Chromebook, smartphone Pixel et terminaux d'atelier Android, lunettes connectées, etc. Certes, ça fait partie de l'écosystème Google, mais pour nous, en fait, le message, c'était de dire on veut avoir la preuve que le concept est bien appliqué. Et donc, on ne voulait pas de données sur les terminaux, donc on veut être en ligne pour des questions de sécurité, notamment, et le Chromebook nous permet de le faire. En fait. Parce que dès l'instant que vous donnez la possibilité à l'utilisateur de faire autrement, il fait autrement. Pour plein de raisons personnelles, de convenience, de culture, etc. Et donc, c'est un gros effort pour nous, mais on y va comme ça. Et la partie... pourquoi les pixels? C'est pareil, il y a plein de smartphones. On voulait en fait aussi avoir la capacité de les mettre à jour plus longtemps pour des questions de Green IT, en fait, de pouvoir conserver ces terminaux plus longtemps. Et enfin, tel que l'avait dit tout à l'heure Laurent, on a des terminaux d'atelier en fait qui sont des petits lecteurs code-barres en fait qui ressemblent à des smartphones. Et tous les opérateurs de production en sont dotés. Ils se connectent dessus, ce qui fait en fait qu'on a une full traçabilité. Et on a aussi par là en fait la capacité de faire une démarche inclusive en fait dans la digitalisation. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'ensemble de l'entreprise Delfingen qui se digitalise et pas seulement l'école blanc. Enfin, la lunette connectée, ça c'est vraiment lié à la pandémie. On voit en fait, faut aller de plus en plus vite. On a démarré une activité de tissage aux Philippines. La connaissance était à Marktrodar en Allemagne. Impossible de déplacer les Philippins en Allemagne, impossible de déplacer les Allemands aux Philippines. Et on a réussi à démarrer en fait un atelier de tissage complet à travers les lunettes, à travers une supervision des Allemands qui aidaient nos collègues philippins à travers la lunette connectée sur des outils très, très simples. Et tout ça, en fait, est possible parce que c'est quand même maintenant sur des technologies quand même relativement de pointe, mais à des coûts, on va dire, abordables par rapport à ce qu'on connaissait avant dans le passé. Voilà. Donc assez impressionnant. Moi, j'ai une question impromptue, c'est par rapport à ça, pour tes équipes, parce que voilà, basculer dans le cloud, mettre en place une infrastructure distribuée, finalement avoir quasiment un terminal par type d'usage, c'est quand même aussi assez perturbant, innovant. Donc comment tu le gères avec les équipes d'un point de vue effectivement expertise, motivation et autres? Alors, donc, comme on est une petite entreprise, en plus on est vous avez vu la photo tout au départ, dans un petit village où il y a plus de vaches que de personnes.
C'est difficile d'être attractif au niveau du recrutement, et notamment en fait, dans la partie tech. En plus, on est transformateur plastique. Alors, on est dans l'automobile, transformateur plastique est perdu. Donc, c'est pas facile. Pour autant, en fait, on voit que l'offre technologique, c'est quand même attractif, parce qu'on est quand même sur des technologies qui sont quand même plutôt de pointe. On a fait un effort tout particulier de formation. Moi, je considère, en fait, ce que j'ai dit à l'équipe et au RH chez nous, c'est de dire on est en formation continue. Donc, on investit énormément dans la formation en fait, des collaborateurs. Et maintenant, on s'adresse aussi de plus en plus en fait, à des partenaires comme Google, comme Sphere, OnePoint, pour aider, pour mettre le pied à l'étrier en fait, de nos équipes, puisque si c'est déjà dur de recruter, la première mission, c'est déjà de ne pas les perdre, quoi. Donc c'est la marque employeur pour les métiers et c'est la marque employeur pour la DSI. Exactement. Super. Bravo. Merci. Merci Laurent, merci Marc. Donc finalement, tout ça, ça marche parfaitement bien. Quel bonheur. Merci messieurs.